Bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette masterclass Educarté en partenariat avec Amnesty International France en direct du Forum des images, vous l'aurez compris. Aujourd'hui, nous accueillons plus de 45 classes connectées en ligne, bienvenue, et 2 classes en présentiel ici avec nous, bienvenue également. Nous allons réfléchir aujourd'hui ensemble au sujet suivant, qui est vaste mais très intéressant. Comment lutter contre les discriminations en nous concentrant sur le cas des mineurs non accompagnés. Nous accueillons aujourd'hui Ursula Follner et Isabelle Génoc. Bonjour à toutes les deux. Ursula, vous êtes co-responsable de la commission des personnes déracinées chez Amnesty International France. Vous avez grandi en Allemagne et après le baccalauréat, vous y avez suivi des études d'ingénieur chimiste. Vous vous êtes installé en France après votre Erasmus, y avez fondé une famille et vous êtes aujourd'hui ingénieur également en France. Vous êtes bénévole au sein d'Amnesty depuis 2021. Isabelle, vous êtes co-responsable de la commission des droits de l'enfant d'Amnesty International France. De votre côté, vous avez suivi des études en sciences du langage et de la communication. Vous avez longtemps travaillé à l'international, toujours dans le secteur associatif. Mère de 2 enfants, vous avez vous-même accueilli 2 mineurs isolés maliens pendant 1 an et demi, Makan et John Kunda. Vous êtes bénévole au sein de la commission des droits de l'enfant depuis 10 ans. Alors pour commencer, Isabelle, Ursula, une première question. Qu'est-ce qui a motivé votre engagement au sein d'Amnesty ? Moi, mon engagement au sein d'Amnesty, il était un peu comme une évidence. J'ai toujours travaillé dans le secteur associatif, toujours travaillé dans la défense des droits, des droits humains. Et ma famille a été une famille très accueillante. On était 5 enfants et on a toujours accueilli chez nous des enfants qui, de façon ponctuelle, étaient se retrouver en difficulté. Donc voilà, travailler pour la Commission des droits de l'enfant d'Amnesty, une organisation internationale, ça me paraissait une suite logique dans mon parcours. Et vous, Ursula ? Eh ben pour ma part, effectivement, j'ai toujours été sensible aux droits humains. C'est ce qui m'a amenée à Amnesty. D'ailleurs, j'étais déjà un peu engagée quand j'étais étudiante. Et puis, notamment sur la question de migration, puisque, étant allemande, ma mère, quand elle avait 4 ans, est arrivée en Allemagne avec mes grands-parents, ses parents. Après un parcours très difficile, ils n'avaient rien d'autre que les vêtements qu'ils portaient sur eux. Et ma mère a toujours porté les traces de ce trajet migratoire. Donc ça m'a sensibilisée à ce sujet. Merci. On va commencer par quelques définitions pour aussi vous remettre à toutes et tous en tête le sujet et savoir de quoi on parle et dans quel cadre. Donc, avant de parler des mineurs non accompagnés, je souhaite mettre leur situation un peu dans le contexte du droit d'asile. Le droit d'asile est un droit universel et inconditionnel, c'est-à-dire il s'applique à tout le monde, tout le temps, n'importe où. Il a été reconnu par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Un réfugié est une personne qui a obtenu le droit d'asile. C'est-à-dire, il a été accueilli parce que, dans son pays d'origine, il risque d'être persécuté, il risque d'être victime de graves atteintes à leurs droits humains. Leur statut est défini par la Convention de Genève de 1951. Cette même convention interdit, donc c'est toujours le droit international qui interdit de renvoyer ces réfugiés et aussi les demandeurs d'asile d'ailleurs dans un pays où ils seraient persécutés. Donc ça peut être un pays tiers ou leur pays d'origine. L'État qui les accueille est responsable des conditions d'accueil, il s'assure qu'ils soient logés, il doit s'assurer qu'ils soient nourris, qu'ils aient droit aux soins médicaux s'ils en ont besoin, qui puissent apprendre la langue. En ce qui concerne les mineurs, ils ont le droit à l'éducation, c'est-à-dire ils doivent aller à l'école, et ils ont droit à un support juridique dans leur langue pour comprendre quel est leur droit dans le pays. Environ 40% des personnes qui sont obligées de quitter leur foyer
par des situations de guerre, de conflit, ce sont des enfants. Ils sont soit avec leur famille, ou bien ils sont tout seuls. Quand ils sont tout seuls, il y a plusieurs raisons. Soit ils ont été séparés de par cette situation difficile de leur famille, ou ils ont carrément perdu leur famille qui a décédé lors d'un conflit, ou ils ont été séparés lors du trajet, qui est aussi très compliqué, précaire et difficile, ou bien les parents les renvoient dans la quête de survie et de mise en sécurité de leurs enfants pour quitter ce pays dangereux. Donc on va continuer sur les définitions. On va continuer sur les définitions et sur la définition, parce que c'est de ça dont on va parler, c'est d'enfants, de mineurs, mineurs isolés, étrangers. Donc je voudrais quand même revenir sur la définition de qu'est-ce qu'un enfant. Un enfant, c'est un être humain de moins de 18 ans. Ça paraît simple comme ça, voilà. Et en tant qu'être humain de moins de 18 ans, en tant qu'être humain, il bénéficie de tous les droits qui sont inscrits dans la Déclaration universelle des droits humains. Mais en tant qu'enfant, il a des droits aussi spécifiques qui sont inscrits dans une convention internationale qui s'appelle la CIDE, Convention internationale des droits de l'enfant. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, parce que en fait, c'est quand même quelque chose qui vous concerne. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les pays du monde ont signé et ratifié cette convention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les pays du monde ont l'obligation de respecter et de mettre en œuvre cette convention dans leurs propres droits. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'un mineur isolé étranger? Eh bien, un mineur isolé étranger, un mineur isolé plutôt, qu'il soit étranger ou non, c'est d'abord un enfant, une personne de moins de 18 ans. Voilà, donc pour les désigner, il y a plusieurs termes qui sont utilisés. On utilise les MNA, mineurs non accompagnés, les MIE, les mineurs isolés étrangers, les MENA, mineurs étrangers non accompagnés. Bon, tous ces termes, en fait, ça regroupe, ça désigne des enfants qui sont définitivement ou temporairement séparés de leur famille, de représentants légaux, et que les États doivent protéger. Voilà. Enfin, donc, ah oui, pardon, je me perds un peu. Donc, maintenant, qu'est-ce que dit la loi par rapport à ces mineurs? Comme je viens de vous le dire, dans tous les textes de loi, que ce soit les textes internationaux, européens, français, c'est simple, c'est très clair. L'État doit protection à tout mineur isolé, qu'il soit étranger ou non. Donc, et ça se comprend, évidemment. Si vous, par exemple, vous êtes mineur en France, vous avez moins de 18 ans, vous vous retrouvez à la rue, vous êtes sans personne pour vous aider, sans famille, eh bien, c'est l'État qui doit vous prendre en charge et s'occuper de vos besoins, vous protéger, vous permettre d'aller à l'école, vous nourrir, vous loger, etc. Alors, combien d'enfants isolés, de mineurs isolés, y a-t-il dans le monde? En fait, on n'en sait pas grand-chose. On n'en sait pas grand-chose pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas de chiffres précis. Il n'y a pas de chiffres précis, et ça, c'est pas normal, parce que, comme on l'a dit, les États doivent protéger ces enfants. Et pour les protéger, il faudrait déjà qu'on sache combien ils sont, où ils sont, et en fait, il n'y a pas de recensement. Donc on a juste quelques estimations au niveau mondial. Et selon le Haut Commissariat aux Nations Unies, il y aurait 30 millions de mineurs isolés dans le monde. 30 millions, c'est quand même pas mal, hein, ça fait du monde. Donc, pardon, je crois que j'ai pas demandé à changer les slides. Donc, alors attends. Désolée, il y a un petit bug. On en est où là? De qui parlons-nous? La situation des mineurs isolés en France. On va peut-être... Voilà. Donc, moi, je vais vous parler du départ et du trajet. Et ensuite, Isabelle va parler des mineurs isolés en France. Donc, d'où viennent ces mineurs non accompagnés?
ceux et celles qui arrivent en France viennent à plus de 66% d'Afrique, mais on retrouve aussi d'autres pays qui sont des pays instables ou en guerre, Afghanistan, Bangladesh, Pakistan, etc. De quelle tranche d'âge? Forcément, quand ils sont très jeunes, ils arrivent rarement jusqu'en Europe. Donc on voit que la tranche d'âge la plus concernée, c'est 15, 16, 17 ans. Sachant que, par exemple, un jeune qui vient d'Afghanistan, son trajet peut durer 3, 4, 5 ans. Donc il se peut qu'il soit mineur quand il part et il arrive, il est déjà un adulte. Et pendant ce temps-là, il n'a pas pu s'éduquer, il n'a pas pu se loger décemment. Enfin bref, c'est un trajet extrêmement précaire. Quand on voit les chiffres, on voit que le chiffre de 2019 est beaucoup plus élevé que 2020. C'est l'effet Covid, hein, en fait, fermeture des frontières, donc forcément, moins de personnes puissent arriver, et puis après, ça remonte graduellement. Donc là, dans la diapositive suivante, je voudrais parler des conditions, des raisons de départ. Pourquoi ces jeunes ils partent? On a déjà parlé guerre, conflit armé, etc. Donc vous imaginez bien. Mais il peut aussi avoir une situation de pauvreté extrême, des situations économiques sans perspective, le souhait d'avoir une bonne éducation. Tout le monde devrait y avoir droit, vous êtes certainement d'accord. Un meilleur avenir. Il y a des raisons particulières de départ pour les filles, qui sont les mariages forcés, les excisions, les violences contre les femmes. Et puis il y a un autre groupe qui aussi est souvent visé, ce sont les homosexuels, les violences contre les homosexuels. Ça peut être des raisons familiales, les parents sont morts, pas de famille pour les accueillir, ou ces jeunes peuvent aussi être victimes de traite humaine. Et comme disait déjà Isabelle, un mineur isolé qui arrive en France, il doit être protégé. Il n'a pas besoin de faire une demande d'asile parce qu'il doit être protégé par sa qualification en étant mineur. C'est très important. Et on va vous montrer un petit film. Esther va vous raconter son départ de chez elle. Je m'appelle Esther, j'ai 17 ans. Je viens du Ghana. Je ne savais rien des bateaux qui partaient pour l'Europe, car j'étais venu en Libye pour travailler. Mais une nuit, une bombe a été lancée sur la maison où je vivais. Des hommes sont venus nous prendre. Ils nous ont amenés à l'endroit d'où les bateaux partent. C'était la nuit et je ne voyais rien, sauf le bateau pneumatique blanc dans lequel nous étions. Je me souviens qu'il y avait beaucoup d'autres filles. Au début, je n'avais pas peur, car je ne pouvais rien voir. Mais quand le soleil s'est levé, j'ai été terrifiée de me retrouver au milieu de la mer. Autour de moi, je voyais les autres pleurer, vomir, prier. Je n'ai pas bougé. Je voulais pleurer, mais j'avais trop peur de tomber à l'eau. J'étais paralysée par la peur. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie? Est-ce que ça vous suscite des réactions d'entendre ce... Ah oui, on a deux premières questions. Il y a des micros qui vont circuler. Les micros sont déjà allumés et vous n'avez pas besoin de taper dessus. Il suffit juste de déposer le micro contre votre menton. Et dans le chat, pareil, on attend vos questions. On va les prendre aussi au fur et à mesure si vous avez déjà des premières réactions à nous transmettre sur ce sujet. C'est quoi une menace étatique? Une menace étatique, ça veut dire qu'on est menacé, par exemple, d'être en prison parce qu'on a protesté contre le régime en place ou parce que l'État veut s'en prendre à votre famille parce que vous faites partie d'une minorité qui n'est pas reconnue, par exemple. Donc c'est l'État qui persécute ses citoyens pour une raison, parce qu'ils sont contre le régime. Il y a deux micros qui circulent, donc
Le bateau, il partait où? On va parler de la traversée du bateau après. Donc je vous demande de mettre ça en suspens pour le moment. C'est quoi la traite humaine? La traite humaine, c'est la vente d'êtres humains à des fins économiques. C'est-à-dire, on capture des personnes dans un pays, on les emmène en Italie, on leur fait coudre des vêtements pour l'Europe, par exemple. Vérité. Il s'est passé quoi après pour Esther? Ça, je ne saurais pas vous le dire, mais on va parler de la suite du trajet, donc vous aurez à avoir des informations. Ça veut dire quoi, excision? Excision. C'est une mutilation génitale des petites filles. Donc c'est une mutilation du sexe des petites filles. Et c'est une tradition dans certains pays. Mais du coup, s'il y avait une bombe sur sa maison, elle n'est pas morte? Bah, ça dépend où elle était. Peut-être elle était en train de jouer avec ses copains au foot. Et puis voilà, donc ça dépend des cas et de la chance qu'on a au moment où la bombe elle tombe. Bonjour, est-ce que vous allez évoquer le fait que l'État français conteste parfois l'état de mineur? Bien sûr. Merci. On fera tout à l'heure, il y aura toute une partie sur comment ça se passe quand un mineur isolé étranger arrive en France, comment il est accueilli et voilà, et pourquoi il y a autant de mineurs isolés étrangers à la rue. On a aussi une question du chat qui est arrivée d'un collège qui demande que se passe-t-il pour les très jeunes? Est-ce qu'ils voyagent avec leurs parents? Alors, il y a de très jeunes enfants qui voyagent effectivement avec leurs parents. Il y a de très jeunes enfants qui se retrouvent seuls, par exemple à Calais, dans la jungle de Calais. Il y a eu un bidonville il y a quelques années, en 2016, 2015, 2016. Il a été évacué en 2017. C'était le plus grand bidonville d'Europe. Et dans ce bidonville, il y avait des enfants qui étaient seuls. Et l'État français a été condamné parce qu'un mineur isolé de 9 ans est resté seul pendant plus de 6 mois, sans être repéré par les services sociaux. Et il est resté seul, abandonné dans ce bidonville. Donc il y avait d'autres personnes exilées, migrantes, qui l'ont aidé, qui lui ont donné à manger, qui l'ont accompagné, mais il était sans ses parents, il était seul. Et ça se passe en France, à 300 km, 250 km de Paris. Il y a encore quelques questions du public et du chat. Oui. Est-ce que ce sont des milices? Les milices, ce sont des armées privées, c'est-à-dire des personnes qui s'organisent pour avoir plusieurs personnes qui font ce qu'ils leur demandent. Donc en fait, c'est une armée qui ne dépend pas de l'État et qui est souvent très violent et qui ne suit aucune règle. Qu'est-ce qui se passe pour les adultes qui arrivent dans des pays étrangers? Alors un adulte qui arrive dans un pays étranger, justement, il doit pouvoir faire une demande d'asile. Il passe donc devant l'OFPRA, qui est une office où des personnes vont le questionner sur les raisons de son départ. Et s'il est éligible selon les statuts de la Convention de Genève, il deviendra réfugié, il sera accueilli. S'il n'est pas selon les critères, il peut aussi avoir une protection subsidiaire, c'est-à-dire il peut rester, mais il n'est pas reconnu en tant que réfugié, ou bien sa demande est rejetée, et dans ce cas-là, il y a une forte chance qu'on va l'obliger de quitter le territoire. On a une question du chat qui demande, donc le lycée des métiers Frédéric Mistral de Marseille, qui demande est-ce qu'on peut déposer une plainte
lorsqu'on n'a pas de papier? C'est compliqué. En toute logique, oui. Parce que si on a subi quelque chose de pénalisable, on doit pouvoir aller à la police. Mais en réalité, évidemment, la personne ne va pas le faire parce qu'elle est exposée au fait qu'elle soit illégale, elle est exposée à se faire renvoyer. Donc, dans la réalité des choses, les personnes qui n'ont pas de papier, souvent, ne déposeront pas la plainte, même s'ils auraient droit à le faire. J'ai rien à ajouter, tu as répondu. Une question là de la jeune fille. Quand un enfant il est mineur, il vient dans un pays étranger et qu'il devient majeur, est-ce qu'il y a des pays qui les renvoient chez eux, dans leur pays d'origine? Oui. Ça arrive souvent qu'à l'âge de la... Alors, un mineur qui arrive en France et qui a moins de 15 ans, alors qu'il a moins de 15 ans, il peut demander la nationalité française et la nationalité française lui sera accordée de droit. Pour les mineurs qui ont plus de 15 ans, une fois qu'ils arrivent à leur majorité, sauf s'ils ont été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance pendant qu'ils étaient mineurs et que l'aide sociale à l'enfance les a accompagnés, leur permet de construire leur parcours, de faire des études, ainsi de suite. Mais sinon, effectivement, ils peuvent se retrouver, mais comme d'ailleurs beaucoup d'enfants pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, français ou étrangers, à l'âge de leur majorité, le jour de leurs 18 ans, comme cadeau d'anniversaire, on leur dit bon, au revoir. Débrouillez-vous dans la vie. Et dans ce cas-là, ils seront considérés comme des étrangers, plus comme des enfants. Et donc, il faudra qu'ils fassent une demande d'asile, de protection. Et ils peuvent l'obtenir ou ne pas l'obtenir. Voilà. Une dernière question du chat et ensuite on continuera à vous expliquer la situation. Est-ce que les familles ordinaires peuvent recueillir ces enfants? Alors, c'est pas légal en fait de recueillir un enfant. On n'a pas le droit de recueillir comme ça chez soi un enfant parce qu'il y a l'aide sociale à l'enfance qui est là pour ça, pour recueillir les enfants qui sont seuls. Parce que par exemple, dans Paris, il y a des associations qui s'occupaient d'enfants qui étaient de mineurs isolés, qui étaient étrangers à la rue et à la rue. Et il y avait des gens qui venaient les voir et qui leur disaient bon ben moi j'aimerais bien les accueillir, je peux accueillir chez moi. Et en fait, ces enfants étaient pris dans des réseaux de traite et utilisés pour être prostitués. Donc il faut faire, il y a un cadre légal pour pouvoir accueillir un enfant. J'avoue que moi, je ne l'ai pas respecté. Je ne l'ai pas respecté parce que je me suis retrouvée face à deux jeunes qui étaient à la rue. Et c'était un mois d'octobre, un jour. Il faisait froid. Et ils étaient dehors et ils allaient dormir dehors. Et j'ai dit, non. Donc voilà, je les ai accueillis. Et après, on a fait des démarches pour qu'ils demandent une reconnaissance de minorité pour qu'ils soient pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Mais sinon, on ne peut pas accueillir comme ça chez soi un enfant, décréter que on accueille un enfant parce qu'il était à la rue. C'est l'État qui doit prendre en charge et s'occuper des enfants qui sont à la rue. Voilà. Merci. Je vous propose qu'on continue sur la présentation et on prendra d'autres questions plus tard. D'accord, donc comme je vous ai promis, on va parler du trajet. On va commencer par les risques du trajet, sachant que, je suis désolée, c'est un peu lourd, mais effectivement, le plus grand risque est quand même de ne pas y arriver, c'est-à-dire de mourir en route. Le Haut Commissariat des réfugiés de l'ONU a recensé 63 morts sur les routes migratoires de 2014 à 2023. Sachant que ce sont les morts documentées. C'est très, très, très largement sous-documenté parce que ces personnes qui partent ne sont pas recensées, à part par leurs proches. C'est très difficile d'obtenir des chiffres. Il y a des trajets, comme par exemple le Sahara, on soupçonne qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui décèdent, mais on n'a pas de chiffres.
Donc c'est très très largement sous-estimé. Parmi ces morts, on estime 3500 enfants. On voit que la route la plus dangereuse, la plus mortelle, c'est la traversée de la Méditerranée. On va en parler plus en détail après. On était à 29 000 morts de 2014 à 2023. On a dépassé les 30 000 au moment où je parle. Sachant que, comme le disait aussi Esther, les personnes qui partent, ça s'applique aux jeunes mais aussi aux adultes, partent pas forcément tout de suite avec l'idée de partir en Europe. Le trajet, il évolue au fur et à mesure. C'est-à-dire, il se peut qu'ils partent d'abord de leur village pour aller à la ville, puis ils partent dans le pays à côté, et puis ils sont pris dans un mouvement parce qu'ils rencontrent des copains qui disent « Tiens, dans ce pays, en Libye, on va gagner plein de sous, viens avec nous ». Enfin, voilà. Donc le trajet, il est souvent évolutif. Et on va passer à la suite. Et on va tout de suite parler du Sahara. Donc, comme je vous ai dit, c'est un trajet très dangereux, la traversée de la Sahara. On estime qu'il y a autant de morts qu'en Méditerranée, mais on ne le sait pas. Donc, bon, pourquoi c'est si dangereux? Déjà, effectivement, c'est la topographie, le climat. Il y a beaucoup de soleil, peu d'eau. Manque de nourriture, pas beaucoup de lieux pour se faire soigner si on tombe malade. Et puis se rajoute l'instabilité politique des pays traversés. Donc souvent c'est la loi du plus fort, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de police. Et souvent les passeurs, gardes frontières et milices profitent des migrants pour gagner des sous, pour leur faire payer la moindre chose. Donc, on a questionné des adolescents qui ont fait la route du Méditerranée centrale, donc c'est partir d'Afrique, traverser le Sahara, passer par la Libye et ensuite par bateau jusqu'en Italie, Lampedusa ou la Sicile. 8 adolescents sur 10 ont rapporté d'avoir été victimes de violences. C'est 2 fois plus que le risque pour les adultes, puisque évidemment, quand on est jeune, on est encore plus vulnérable qu'un adulte pour se défendre. Et on va passer sur la Libye. La Libye est le pays où la quasi-totalité des personnes exilées qui sont passées ont subi des mauvais traitements. C'est un pays où il n'y a pas de pouvoir central, il est coupé en deux, il est régné par des milices, donc des armées privées. Il y a une insécurité globalisée dans le pays, c'est le droit du plus fort, donc les plus faibles étant les migrants. Beaucoup de personnes exilées ont expliqué que la première chose qui leur arrive quand ils arrivent en Libye, ils sont mis en prison. Et ils ont été menacés d'être maltraités. Il y avait extorsion d'argent auprès des familles pour les libérer. Il y a un esclavagisme. Ces personnes, s'ils n'arrivent pas à avoir de l'argent des familles, ils sont vendus à des personnes privées qui les utilisent pour des travaux divers. Ces personnes ne peuvent pas se faire soigner dans les hôpitaux en Libye, ils ne peuvent pas aller chez un médecin. À fin 2022, Amnesty a estimé qu'il y a au moins 4000 personnes exilées qui sont en détention en Libye. Et ça peut être des prisons de l'État, de ce qui reste de l'État, ou des prisons privées, des personnes qui décident de créer une prison, de mettre les gens dedans et de les vendre au fur et à mesure. Donc la plupart des expériences traumatisantes de trajet ont été vécues en Libye, à tel point que beaucoup prennent le risque de traverser la Méditerranée parce que tout ce qu'ils veulent, c'est juste partir de la Libye. On écoute un témoignage. Ah oui, pardon. Excuse-moi. Donc on écoute un témoignage d'un jeune qui a été en Libye. Je suis Majdi, j'avais 15 ans quand j'ai quitté le Soudan, le pays où je suis né. Dans le centre de détention libyen, il y avait une cinquantaine d'autres personnes enfermées. Des Éthiopiens, des Érythréens, des Soudanais, des personnes qui viennent du Bangladesh. On n'avait presque rien à manger.
Quand un nouveau prisonnier arrivait, il était torturé pour obtenir le numéro de sa famille. Si la famille ne répondait pas ou ne pouvait pas payer la rançon, il nous frappait. Moi, j'avais perdu les miens. Alors j'ai donné le numéro d'amis. Les kidnappeurs leur ont demandé 2500 dinars en échange de ma libération. Ils ont réussi à obtenir cette somme en mai. Et grâce à eux, j'ai pu sortir de cet enfer. Nous sommes restés 2 jours sur la mer avant d'être repérés par l'Aquarius, le bateau de SOS Méditerranée. Certains n'ont pas pu attendre. Ils ont plongé pour rejoindre les secours. Nous avons eu beaucoup de chance. Oui, c'est une belle transition du coup vers la Méditerranée qui est la dernière partie de ce trajet très difficile. Comme je vous ai dit, le passage migratoire le plus dangereux du monde. Alors pourquoi? Déjà parce que beaucoup de gens passent par la Méditerranée puisque la voie terrestre elle est fermée par des barrières, par des gardes frontières, par des barbelés. Il est très difficile de rentrer en Europe par la voie terrestre. Puis les passeurs qui veulent optimiser les bateaux, donc ils prennent des bateaux pas très chers, donc pas très sûrs. Ils ne mettent pas à disposition du personnel de bord, ce sont les personnes exilées eux-mêmes qui doivent diriger le bateau. Si vous avez vu Moi, Capitaine, le film, vous avez pu voir, d'ailleurs je vous le conseille. Pas de gilet de sauvetage, ça prend trop de place. Et en plus, les États méditerranéens refusent de mettre en place un sauvetage organisé. Donc, les associations comme SOS Méditerranée, qui a fait ces films d'ailleurs, mettent en place des bateaux pour sauver les personnes, mais ils subissent aussi des entraves de la part de ces mêmes États. Par exemple, on les force de faire débarquer les personnes à des ports très très loin. Donc au lieu de sauver des personnes, ils sont obligés de faire un long trajet pour amener les gens à terre. Et puis, par ailleurs, certains États méditerranéens, notamment la Grèce, mais aussi l'Italie et Malte, ont mis en place des politiques de refoulement. Donc, vous vous souvenez, je vous avais parlé du non-refoulement, c'est strictement interdit, mais ils prennent des personnes qui ont déjà atterri sur Terre en Europe, ils les ramènent dans des petits bateaux de sauvetage sur la mer. Donc la Grèce, on sait qu'ils le font de manière assez systématique. Ou bien ils tirent les bateaux de retour vers les eaux territoriaux libyennes pour qu'ils soient ramenés en Libye plutôt en Europe. Donc la politique n'aide pas vraiment pour sauver ces personnes en mer. Maintenant, si vous avez des questions. Oui, je vous laisse. Non, tu peux le garder parce qu'il y a un micro qui va circuler dans la salle et on va aussi prendre les questions du chat. Lycée de Marseille qui demande est-ce qu'un mineur isolé a le droit de demander le statut d'asile politique? Alors, oui, le mineur isolé a le droit de faire une demande d'asile, mais dans le droit français, le plus protecteur pour lui, ce sera de faire une reconnaissance de minorité, c'est-à-dire d'être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Donc c'est tout à fait un droit et ça peut se faire, mais dans la pratique, très peu d'enfants font une demande d'asile. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la demande d'asile, on fait une demande d'asile pour faire une demande de protection et qu'on ne peut pas rejoindre ou retrouver sa famille si on en a envie à un moment donné. Enfin, et ça prend du temps. Donc pour un mineur isolé, ce qui va être le plus protecteur, c'est d'être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Mais les deux peuvent se faire. Qui a le micro? Vas-y. Mais vous avez dit que les gilets de sauvetage, ça prenait trop de place, mais sur les photos, ils en ont tous. Ouais, c'est parce qu'ils sont sur le bateau de SOS Méditerranée déjà. Parce qu'en fait, SOS Méditerranée vient avec des petits bateaux de sauvetage pour les ramener sur le grand bateau. Vous pouvez vous passer le micro pour que ça aille plus vite pour les questions. Mais si la France elle rejette un immigré, sauf que le pays natal il veut plus le recevoir, ça se passe comment?
Mal. Ah, justement, on ne peut pas le renvoyer, du coup. On ne peut pas. Si y a un enfant qui n'est pas pris en charge par l'État, c'est quoi la punition de l'État, enfin, pour l'État? Ah, c'est une bonne question, ça. La punition de l'État, il y a eu des condamnations de l'État. Il y a eu au moins 11, depuis 2012, il y a eu 11 condamnations de l'État français par des instances internationales pour non-respect de la Convention des droits de l'enfant et pour violation des enfants étrangers. Donc, par rapport à la question des mineurs isolés étrangers. Pour autant, il n'y a pas grand-chose qui a été fait et l'État n'a pas énormément modifié, et même pas du tout, modifié sa politique envers l'accueil des enfants étrangers, des mineurs isolés étrangers. Quelle est la différence entre étranger et immigré ? Alors, tu peux être étranger à un pays, mais ne pas venir comme en étant touriste. Par exemple, toi, quand tu vas, je sais pas, si tu pars en vacances avec tes parents en Espagne, en Grèce, tu seras étranger dans ce pays, mais tu ne seras pas immigré. C'est-à-dire que tu n'iras pas vivre dans ce pays. Voilà. Donc, c'est ça la différence. Interlude du chat, une question du lycée de Marseille qui nous demande est-ce qu'un mineur isolé qui s'est vu refuser sa minorité est condamné à un vide juridique jusqu'à ses 18 ans? Qu'est-ce qui se passe en fait? Alors tout ça, c'est effectivement la deuxième partie. Là, on a fait toute la partie du parcours migratoire des jeunes, pourquoi ils partent, d'où ils viennent, combien ils sont. Et là, après, on va discuter de tout ça, c'est-à-dire pratiquement comment ça se passe. Un enfant qui arrive, qui est étranger en France, qui est seul, comment ça se passe pour lui, comment il est pris en charge, et quand il n'est pas pris en charge, comment ça se passe pour lui. Voilà, tout ça, on va en parler après. Donc, si vous avez des questions sur la partie du trajet, on les prend maintenant. Et si c'est pour l'arrivée en France, on va attendre la présentation d'Isabelle. Je vois encore des mains tendues, donc allez-y. Personne qui a le micro. Vas-y. Est-ce qu'il y a d'autres associations qui font comme SOS Méditerranée? Oui, Médecins sans frontières, je pense, a aussi un bateau. Il y a aussi des bateaux d'autres nationalités, donc ça c'est d'origine française, mais oui, il y a plusieurs bateaux qui font le sauvetage en Méditerranée. Si par exemple SOS Méditerranée, ils ne peuvent pas accueillir toutes les personnes qui sont dans les autres bateaux, les personnes qui du coup ne sont pas accueillies, qu'est-ce qu'elles font? Enfin, sont abandonnées dans la mer ou... Non, ils vont faire de la place. Hein. Ça, t'inquiète pas, ils vont pas les laisser couler. C'est vraiment pas leur genre, tout le contraire. Mais ils vont probablement se faire accuser d'avoir trop de monde sur le bateau et payer une amende parce que les États vont les contrôler et vont dire vous avez dépassé votre nombre de personnes autorisées. Une question du collège Les Giraudes qui demande pourquoi l'État français ne négocie-t-il pas avec la Libye pour protéger les enfants? L'État français... Tu réponds? Oui, alors effectivement, la Libye a un contrat avec la communauté européenne. Attention, un contrat. D'ailleurs, il y a certaines des prisons où les migrants les personnes exilées sont détenues, qui sont payées par les Européens. Okay. Donc, en fait, pour éviter que ces personnes exilées viennent en Europe, l'Europe paye la Libye pour les garder, pour les retenir. Ils ont payé aussi un centre de sauvetage avec, soi-disant, une ligne téléphonique 24 heures sur 24 qui est rarement occupée. Ils leur ont payé des bateaux, donc les bateaux des gardes frontières libyennes qui recueillent les personnes et les ramènent en Libye sont payés par l'Europe. Donc c'est tout le contraire de ce qui se passe. Alors j'ai deux questions. Déjà, qu'est-ce que l'ONG? Une organisation non gouvernementale, une association
une organisation non gouvernementale qui n'est pas financée par les gouvernements. Et combien de temps dure à peu près un voyage Libye-France en bateau du coup? C'est difficile, hein. Ça peut être en quelques jours, ça peut être 1 ou 2 semaines. C'est selon l'état du bateau, oui. Selon la météo aussi. Donc c'est difficile à dire. Mais si la personne elle meurt sur le trajet, on le laisse sur le bateau ou... Ah non, non, ils les mettent dans la mer. Ils les mettent dans la mer et même parfois les personnes malades, ils les mettent dans la mer ou des personnes qui crient. C'est très violent ce qui se passe sur un bateau parce que les gens ont peur, ils veulent surtout pas être repris par la police ou les milices libyennes. Donc voilà, ils essaient ils sont souvent sur des bateaux surchargés, donc il y a des personnes qui sont malades. Et donc voilà, c'est une situation assez horrible, ce qui se passe quand les gens font la traversée. Est-ce qu'un enfant il peut demander à rester vivre tout seul dans la rue ou dans un bidonville? Alors oui, ça arrive que des enfants ne veuillent pas être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Moi j'ai rencontré par exemple un petit garçon de 12 ans qui ne voulait pas tellement être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance parce que s'il était pris en charge, il devait rester en France. Et donc lui, ce qu'il voulait, il était dans la jungle le bidonville dont je vous parlais tout à l'heure. Et en fait, lui, ce qu'il voulait, c'était retrouver son frère en Angleterre. Donc, il ne voulait surtout pas être pris en charge parce qu'il voulait faire la traversée. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce petit garçon, comme il n'a pas été pris en charge, à un moment donné, on ne l'a plus vu. Et il a disparu. On ne sait pas ce qu'il est devenu. On ne sait pas s'il a réussi à faire la traversée. On ne sait pas s'il a été pris dans des réseaux de traite d'êtres humains. Parce qu'il y a des gens qui prennent les enfants pour les forcer à commettre des délits, pour les prostituer, pour les faire travailler. Donc voilà. Et on ne sait pas ce qu'il est devenu. D'où viennent les argents pour sauver les personnes qui sont comme ça? Les associations comme SOS Méditerranée se financent par dons, par des personnes privées qui leur donnent de l'argent. Moi, par exemple, je donne régulièrement de l'argent à SOS Méditerranée à titre privé. Et beaucoup de gens font ça. Ils ne sont pas effectivement payés par un État quelconque. C'est vraiment que des personnes privées ou peut-être des entreprises, je ne sais pas, mais qui donnent de l'argent. On a une question du chat qui amorce une très belle transition. Le collège Les Géraudes qui demande quel organisme prend en charge ces enfants lorsqu'ils font une demande de reconnaissance de minorité. Isabelle, je te laisse. Alors, quel organisme? En fait, tout ça, on va le voir. En fait, c'est dans tous les départements, il y a des centres d'accueil qui sont dédiés aux mineurs isolés étrangers. Et ces centres d'accueil dépendent de l'aide sociale à l'enfance, mais ils sont gérés par des associations. Par exemple, à Paris actuellement, c'est France Terre d'Asile qui gère le centre d'accueil des mineurs isolés étrangers de Paris. Dans d'autres régions, ça va être la Croix-Rouge, ça va être d'autres associations qui vont gérer ces centres d'accueil. Voilà. On avance donc sur l'accueil en France. Donc, on peut passer à la prochaine slide. Donc voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est essayer de comprendre, une fois que vous avez traversé, que vous avez fait tout ce parcours migratoire long, dangereux, traumatisant, que vous avez vécu des choses très difficiles, et puis surtout que vous êtes seul
isolé, que vous n'avez pas votre famille, donc vous arrivez en France et là, qu'est-ce qui se passe? Donc en France, quand vous êtes un mineur isolé étranger, vous devez vous présenter, comme je le disais, dans un centre d'accueil pour mineurs isolés étrangers. Donc c'est des centres d'accueil qui sont différents. Ce sont des centres qui existent dans presque tous les départements, comme je vous disais, qui dépendent de l'aide sociale à l'enfance. Et donc l'aide sociale à l'enfance, peut-être je reviens, c'est l'institution qui s'occupe des enfants qui sont en danger, qui doit les recueillir, qui doit les protéger, subvenir à leurs besoins. Donc vous vous présentez dans un de ces centres et vous dites, voilà, je suis mineur et je suis isolé. Donc, dans le meilleur des cas, vous obtenez un rendez-vous, mais dans les 5 jours. Hein, ça peut prendre quelques jours. Donc, même si vous êtes tout seul et que vous dites ça peut prendre 5 jours. Et parfois, même, vous pouvez être rejeté au faciès. C'est-à-dire qu'on va vous dire, non, toi, tu n'es pas mineur. Il y a des vigiles à l'entrée de ces centres. Moi, je l'ai vu. Il y avait des vigiles à l'entrée. Et on vous dit, donc le vigile vous dit, non, toi, tu as une pomme d'Adam un peu trop proéminente, ou toi, tu as de la poitrine, donc tu n'es pas mineur. Donc voilà, tu es rejeté au faciès. Ça existe. Donc, dans le meilleur des cas, vous avez un rendez-vous avec donc pour ce qu'on appelle une évaluation sociale. Donc, pendant 1 heure, vous allez rencontrer une équipe de personnes qui vont vous poser des questions sur donc des personnes que vous ne connaissez pas, qui ne parlent pas forcément votre langue, vous n'aurez pas forcément un traducteur. Et vous allez devoir raconter votre parcours migratoire. Donc vous allez devoir raconter que peut-être on vous a tapé, que peut-être on vous a violé, que peut-être vous avez perdu votre meilleur ami pendant votre parcours. Voilà. Vous devrez raconter votre situation familiale, pourquoi vous êtes parti, les raisons de votre départ. Et si vous avez des documents d'identité, ce qui n'est pas forcément le cas, on va examiner ces documents. Donc voilà, en gros, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en 1 heure, on va déterminer le cours de votre vie. Est-ce que vous allez être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance ou est-ce que vous allez être rejeté de ce dispositif? Il faut savoir que en France, selon les départements, 40 à 80% des jeunes qui se présentent mineurs et isolés dans les centres de l'aide sociale à l'enfance sont rejetés et remis à la rue. Alors, une fois qu'ils sont remis à la rue, comment ça se passe? Alors, juste une chose. Donc, en gros, en France, il y a à peu près 14 700 mineurs isolés étrangers pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Mais selon les associations, donc notamment une enquête qui a été faite par 27 associations qui viennent en aide aux mineurs isolés étrangers, selon cette association, il y aurait au moins plus de 3400 mineurs isolés étrangers à la rue, donc qui vivent dehors, qui ne sont pas pris en charge, donc qui vivent à la rue et qui sont pas du tout, qui sont tout seuls, voilà. Donc, une fois que vous êtes mis à la rue, vous avez quand même une possibilité, c'est la possibilité de faire un recours. Parce que je vous explique. Donc, pourquoi tous ces jeunes-là, ils sont rejetés de l'aide sociale à l'enfance? Qu'est-ce qui se passe? En fait, ils sont rejetés parce que pour être pris en charge par ces centres, par l'aide sociale à l'enfance, il faut que vous prouviez que vous êtes isolé et que vous prouviez que vous êtes mineur. Donc pour l'isolement, il arrive parfois que des jeunes passent un entretien d'évaluation. Et comme ils ne parlent pas bien français, voilà, ils vont dire, moi, en fait, je suis venu avec mon oncle, je suis venu... et en fait, l'oncle, c'est un passeur. On lui a dit de dire qu'il venait avec son oncle, mais en fait, ça, c'est un cas que j'ai vu. Et donc, le jeune, il est rejeté. Ensuite, sur la question de la minorité, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de jeunes étrangers, de mineurs isolés étrangers, arrivent en France sans documents d'identité comme on les entend nous. Nous,
en France, on est et on a presque accroché à notre cordon ombilical une carte d'identité. Mais il faut savoir que dans le monde, 3 enfants sur 10 ne sont pas enregistrés à la naissance. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas, il n'y a pas d'état civil dans leur pays, où l'état civil est très défaillant, et donc ils n'ont pas de documents qui prouvent leur identité. Et parfois, quand ils sont enregistrés, eh bien, en fait, ils ne vont pas avoir de passeport, de carte d'identité. Ça n'existe pas. Donc, ils auront une fiche d'état civil, un document d'état civil, un acte d'état civil. Mais quand ils arrivent avec cet acte d'état civil devant les évaluateurs, ben, en fait, on va leur dire est-ce que quelqu'un a déjà vu un acte d'état civil? On a déjà fait un. Non, vous n'avez pas fait ça? Des fois, pour prouver votre identité, ou pour refaire vos papiers, vous demandez un acte d'état civil. En fait, sur l'acte d'état civil, il n'y a pas de photo. Donc on leur dit, l'acte d'état civil, il est peut-être vrai, mais moi, il n'y a rien qui me prouve que c'est bien à toi, que c'est bien ton acte d'état civil. Donc en fait, beaucoup de jeunes sont rejetés parce qu'ils ont des doutes sur parce que l'évaluateur va dire, moi, même si tu as des documents d'identité, soit tu n'as pas de documents d'identité, soit tu en as, mais bon, je ne suis pas sûre que ce soit toi. Donc il y a énormément de jeunes qui sont rejetés et remis à la rue. Et donc voilà, je ne sais plus où j'en suis. Donc les jeunes qui arrivent en France, donc souvent viennent de pays où l'état civil est très défaillant, et donc ce qui explique que quand ils arrivent en France, les documents d'identité qu'ils ont en leur possession sont remis en question par les évaluateurs, et dans ces cas-là, ces jeunes sont remis à la rue. Donc ils sont dehors, ils ont été évalués, on leur dit non, moi j'ai des doutes sur la minorité, donc ils sont remis à la rue. Ils peuvent faire appel de la décision de l'aide sociale à l'enfance devant un juge pour enfants. Donc ils sont remis à la rue, mais ils peuvent faire appel devant un juge pour enfants. C'est un peu schizophrénique quand même comme histoire. Donc ils font appel devant un juge pour enfants. Ils sont potentiellement des enfants puisqu'ils font appel pour un juge pour enfants. Mais ce recours devant le juge, ça peut prendre de 6 à 18 mois. Et pendant tout ce temps, ils seront à la rue et sans protection, parce que l'État ne prévoit rien pour ces jeunes pendant toute cette période-là. Et c'était exactement le cas des jeunes qui ont occupé la Gaîté Lyrique, c'était des jeunes qui étaient en recours, c'est-à-dire qui avaient déposer un recours devant un juge pour enfants et qui attendait la décision du juge, qui peut prendre des mois et des mois. Et donc pendant tout ce temps, ils étaient à la rue. Et donc c'est pour ça qu'ils ont occupé la Gaîté Lyrique. C'était pour être mis à l'abri. Donc pendant tout ce temps, voilà, ils sont laissés à la rue, ils sont livrés à eux-mêmes. Ils ne peuvent pas bénéficier de la protection de l'enfance, mais ils ne peuvent pas non plus bénéficier du 115 par exemple, parce que quand ils appellent le 115, on leur dit t'as quel âge toi? Alors ils disent moi j'ai 16 ans. Ah non, alors nous on te prend pas parce que nous on n'est pas habilités à prendre les mineurs isolés. On peut pas. Donc c'est pour ça qu'à la rue aujourd'hui, parmi les personnes qui vivent à la rue, les mineurs isolés sont surreprésentés. Il y a beaucoup de mineurs isolés à la rue parce qu'ils sont dans un vide juridique total. Voilà. Donc on veut ils ne sont pas reconnus comme des enfants, ils ne sont pas reconnus comme des adultes. Leur identité d'enfant est complètement déniée. C'est des fantômes. En fait, on veut les invisibiliser, quoi. Donc, je ne sais plus où j'en étais. Oui. Une petite question du lycée Jean Monnet qui demande par rapport à ce qui vient d'être dit, qui sont ces évaluateurs et est-ce qu'ils ont des consignes particulières pour ne pas accepter les demandes? Alors, ce qui se passe, c'est que le métier d'évaluateur, ce n'est pas un métier qui attire beaucoup les travailleurs sociaux. Donc, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont pas peu de formation. Normalement, il devrait y avoir une équipe avec des psychologues, avec des éducateurs, avec des gens qui sont formés. Le problème, c'est que malheureusement, c'est souvent des gens
Donc il y a un turnover énorme dans ces associations qui gèrent, qui font les évaluations. Et c'est souvent des jeunes qui sont des étudiants qui font un peu ce boulot-là comme ça. Bon, parmi les traducteurs aussi, c'est pas forcément des vrais traducteurs. Enfin bref. Donc je pense qu'ils ont des consignes, j'en sais rien. Je suis pas dans ces structures et quand on a demandé à rencontrer ces structures en tant qu'Amnesty, on n'a jamais été accueillis, on n'a jamais pu aller les rencontrer. Donc c'est compliqué, enfin, en tout cas sur Paris. Donc, mais bon, voilà. Je pense que de toute façon, il y a une politique de non-accueil des personnes étrangères et les mineurs isolés étrangers sont d'abord pris comme des étrangers plutôt que d'être pris comme des enfants. Voilà. Je ne sais pas où on était. J'ai perdu un peu le fil. Donc, voilà. Donc, tout ça pour dire que, en fait, il y a, à travers de toute la situation que je viens de vous expliquer, eh ben, ces situations-là, elles constituent des violations des droits des enfants. Le premier peut-être des droits, c'est le droit à l'identité, parce que l'identité de ces enfants est complètement déniée plutôt. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le droit français et dans le droit international d'ailleurs, toute personne qui est comment dire, dépourvue d'identité, qui n'a pas de documents qui sont considérés comme légaux, bah, l'État doit l'aider, que ce soit un enfant ou un adulte, l'État doit l'aider à reconstituer son identité. Parce que sinon, on est apatride, donc c'est pas légal. Donc, pour ces enfants qui étaient à la Gaîté Lyrique, qui sont à la rue, normalement, l'État français devrait les aider à reconstituer leur identité, ça serait clair. Eh ben non, c'est pas comme ça. Donc voilà, donc tous ces enfants, toutes ces personnes, tous ces jeunes qu'on retrouve à la rue, ils devraient être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, ils devraient être protégés, leurs droits devraient être respectés, et c'est pas du tout ce qui se passe. Voilà. Merci beaucoup. On a plein de questions dans le chat. Pareil, dans la salle, si vous en avez, n'hésitez pas à lever le doigt. Une question du collège Eugène Chevreul qui demande pourquoi est-ce que l'État français renvoie les immigrés dans les autres pays ? Alors, pourquoi pour pas devoir les accueillir en France. Hein. Il y a effectivement cette idée de sous-traiter la demande d'asile, c'est-à-dire d'envoyer les personnes dans des pays tiers. On parle du Rwanda, l'Italie a mis ça en place avec l'Albanie. Et on les garde dans ce pays tiers durant toute la demande d'asile. On paye ce pays pour les accueillir. Et tout ça, c'est pour éviter qu'ils s'intègrent. En fait, ce dont l'État a peur, c'est qu'ils soient bien intégrés, bien installés. Et ils veulent faire ça qu'avec des personnes dont la demande d'asile a été formellement acceptée. Quand on accepte, quand on prend en charge les enfants, les mineurs, on les installe où ? On les abrite où ? Alors, les mineurs, une fois, quand ils sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, ils sont accueillis dans des centres d'accueil avec d'autres enfants français. Alors parfois, ils sont avec d'autres enfants français, parfois, il y a des centres d'accueil qui sont spécialisés pour les mineurs isolés étrangers. Mais en règle générale, ils sont considérés, une fois qu'ils sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, ils sont considérés comme tous les autres enfants et donc pris en charge comme tous les autres enfants qui sont à l'aide sociale à l'enfance. Donc voilà, dans des foyers. Alors, pas tout à fait, quand même, parce qu'en fait, pour les mineurs isolés étrangers, il y a aussi une prise en charge à l'hôtel, qui est dans des hôtels. Et ça, normalement, aujourd'hui, c'est interdit. Mais comme il n'y a pas beaucoup de place à l'aide sociale à l'enfance, souvent, comme solution,
pour les mineurs isolés étrangers, mais pour d'autres enfants aussi, mais particulièrement pour les mineurs isolés étrangers, on les plaçait dans des hôtels sociaux. Dans des hôtels donc, où on leur donnait un ticket repas pour le midi et pour le soir, et puis débrouille-toi tout seul. Voilà. À tel point qu'il y a eu un cas, il y a à peu près 3 ans, d'un jeune garçon qui était pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, un jeune mineur isolé étranger qui avait été très traumatisé par son voyage et qui avait des problèmes psychologiques très, très, très importants. Et en fait, il s'est suicidé, il s'est jeté dans la Seine et il était hébergé dans un hôtel. Et en fait, l'aide sociale à l'enfance ne s'est aperçue de sa disparition que 15 jours après. Voilà. Et je précise juste que quand Isabelle parle d'hôtel, c'est pas un hôtel de tourisme, oui, c'est des hôtels 1 étoile ou des endroits vraiment très insalubres avec beaucoup de moisissures souvent et des gros problèmes. Des punaises de lit. Ouais, des punaises de lit, oui. Oui. Je ne sais pas à qui répondre là. Alors, la personne qui a le micro peut-être. On peut demander l'aide à l'enfance même si on n'est pas immigré ou pas? Bien sûr. L'aide sociale à l'enfance, c'est une institution de l'État français. Donc il y a des centres de l'aide sociale à l'enfance partout, dans tous les départements. C'est les départements qui gèrent ça, et qui est là, qui est créé pour protéger les enfants en danger. Donc en fait, n'importe quel enfant qui subit des violences ou qui a perdu un de ses parents, qui est orphelin, qui subit des violences dans sa famille, qui a des parents qui ne peuvent pas trop s'occuper de lui parce qu'ils ont des problèmes psychologiques ou d'alcoolisme. Normalement, ils doivent être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et protégés par l'aide sociale à l'enfance. Et après, ils sont soit dans des foyers, soit confiés à des familles. Oui. Allez, je ne sais pas, je donne la parole à... Quand l'ASE refuse la prise en charge, est-ce qu'après ils expliquent comment faire le recours ou ils les laissent se débrouiller seuls? Alors, oui, c'est une bonne question. Alors, en fait, une fois que vous avez passé votre évaluation, en plus, ce n'est pas les personnes vraiment qui passent l'évaluation, qui font passer l'évaluation, qui vous donnent la réponse. Vous devez attendre 4-5 jours pour avoir la réponse. Et c'est une personne extérieure qui n'aura même pas vu l'enfant qui va décider. Bon, mais normalement, cette décision, elle doit être motivée. Donc voilà, au motif que les documents d'identité ne sont pas valables, au motif que la personne a l'air est bien habillée, qu'elle n'a pas l'air seule et isolée, etc. Donc normalement, cette décision, elle doit être motivée par un papier. Et c'est avec ce papier que le jeune doit aller voir un juge. Donc, il doit être accompagné d'un administrateur ad hoc, c'est-à-dire d'une personne adulte. C'est souvent les associations qui viennent en aide aux enfants qui s'occupent de ça. Et donc, il doit aller avec ce document, cet acte de refus, pour pouvoir dire « non, moi, je conteste ce refus ». Le problème, c'est que parfois, dans certains centres, les jeunes qui sont rejetés au faciès, eux, ils n'ont pas de document de refus. Et certains juges disaient, non, écoute, moi, je ne peux pas prendre ta demande là, de reconnaissance de minorité parce que je n'ai pas de refus. Donc, tu retournes à l'aide sociale à l'enfance. Enfin, tu retournes au centre d'accueil pour être évalué. Et là, voilà. Donc, maintenant, c'est obligatoire. Et normalement, ils doivent avoir ce refus motivé par un document. On va juste prendre une question du chat avant la salle, on alterne. Il y en a beaucoup. Une question du collège de l'Aille-les-Roses qui demande est-ce que les mineurs isolés peuvent être scolarisés? Bien sûr, et d'ailleurs c'est un droit. C'est un droit pour tous les enfants de moins de 16 ans. Donc effectivement, ils devraient être scolarisés. C'est une obligation en France. Effectivement, beaucoup d'associations qui viennent en aide aux mineurs isolés étrangers qui se trouvent à la rue
font en sorte de les scolariser. Et moi, c'est effectivement la première des choses qu'on a faites quand on a reçu Makan et Dionkunda à la maison, c'est de faire en sorte qu'ils soient scolarisés. Donc voilà, normalement, il n'y a pas de souci. Mais parfois, il arrive parfois que des jeunes qui sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance ne soient pas scolarisés. Voilà. Est-ce que quand ils sont pris en charge, est-ce que c'est ceux qui vont les prendre en charge qui vont les aider à faire les démarches pour avoir les papiers français ou... Non ? Alors, normalement, l'aide sociale à l'enfance doit leur permettre, elle doit subvenir normalement à tous leurs besoins. Donc elle doit leur permettre de préparer leur futur, c'est-à-dire de jeunes adultes. Donc normalement, elle doit leur permettre d'avoir un contrat jeune majeur, etc. Quand ils atteignent leur majorité, pour qu'ils puissent continuer leurs études s'ils en font ou leur formation s'ils en font, etc. Le problème, c'est que souvent, ils sont pris en charge très tardivement. C'est-à-dire qu'ils vont être pris en charge, comme le recours dure très longtemps, ils vont arriver à 16 ans, ça va prendre beaucoup de temps pour qu'ils soient reconnus finalement mineurs, et donc ils sont pris en charge à l'aide sociale à l'enfance, pas forcément tout de suite non plus, hein, parce que la décision tombe, mais ils ne sont pas pris, donc il faut qu'on leur trouve une place. Et donc du coup, ils sont pris en charge à 17 ans et demi. Ça laisse 6 mois pour monter un dossier, et souvent, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas le temps. Ils ne sont pas scolarisés, donc ils traînent 6 mois dans un foyer de l'aide sociale à l'enfance, et à leurs 18 ans, on leur dit ciao. Oui, je ne sais pas à qui je réponds. Oui. Mais niveau santé, c'est comment? Parce que si la personne n'est pas prise en charge par l'assistance sociale, tout ça, c'est comment pour la santé? C'est qui va payer les frais s'ils tombent malades? Le problème, c'est ça, c'est que pour les jeunes qui sont mineurs isolés à la rue, alors il y a certaines associations qui leur viennent en aide et qui leur apportent une aide médicale, Médecins du Monde par exemple, d'autres associations, Action contre la faim, apportent des aides médicales, il y a même des soutiens psychologiques qui sont mis en place. Mais par exemple, le fait qu'ils soient dans ce vide juridique, par exemple, moi j'ai rencontré à la frontière franco-italienne un jeune garçon qui était somalien et qui avait un problème cardiaque et il devait être opéré. Et en fait, il a été consulté un médecin, mais aucun médecin n'a voulu faire l'opération, parce que pour faire une opération sur une personne qui est mineure, il faut une autorisation parentale. Et donc, en fait, il est resté à la rue sans avoir fait cette opération. On a une question du chat et après, je pense que la parole est par là. Le collège EIB de Monceau qui demande est-ce que la situation des MNA s'est améliorée au cours des dernières années? En fait, malheureusement, non. Ça va plutôt de pire en pire. Donc, non, selon les associations, la situation des mineurs isolés étrangers en France est de pire en pire. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de rejets, de plus en plus de contestation des documents d'identité, et donc de plus en plus de jeunes qui sont remis à la rue et qui sont en errance, quoi. Enfin voilà, les associations sont complètement épuisées, celles qui viennent en aide à ces mineurs, parce qu'il faut chaque fois trouver des familles qui puissent héberger 2 ou 3 jours. Il faut toujours trouver des téléphones, parce qu'ils ont besoin d'avoir un téléphone parce qu'ils ont des démarches juridiques à faire, rendez-vous avec un avocat, enfin bon bref. Donc toujours trouver tout le temps, être tout le temps dans le soutien, et en fait il y en a de plus en plus, et c'est épuisant, quoi. Vas-y, je t'en prie. Il y a combien d'enfants syriens réfugiés en France? Alors d'enfants syriens, je sais pas. Je sais pas.
J'ai pas de données. Non, j'ai pas de données non plus. Je peux te dire qu'il y a 6,5 millions de réfugiés syriens dans le monde. Mais alors, combien d'enfants parmi ces personnes-là en France, je ne saurais pas te dire. À peu près 40% des réfugiés sont des enfants, donc je pense que tu auras à peu près le même ratio. Mais c'était dans le monde, hein, c'est pas en France. Hein. Vas-y. Pourquoi l'État aurait peur d'intégrer les migrants? C'est une bonne question, mais pourquoi on a peur des personnes étrangères? Parce que je sais pas. Je sais pas pourquoi on a peur des personnes étrangères. Mais c'est vrai que c'est complètement ne pas vouloir accueillir des enfants alors qu'on sait que, démographiquement, on a besoin de personnes jeunes. On est un pays vieillissant, ça va pas, c'est pas normal. Et surtout, c'est pas légal. D'autant plus que ces jeunes, ces mineurs étrangers sont souvent extrêmement volontaires à vouloir apprendre un métier, à vouloir s'impliquer dans la société. Donc on se trouve face à des gens très volontaires. On l'entend souvent. Et justement, à ce propos, le collège des Giraudes qui demande pourquoi est-ce que donc les États qui n'acceptent pas, qui n'accueillent pas les MNA ne sont-ils pas condamnés? Je sais pas. C'est pas normal, mais je sais pas. Alors après, les États qui n'accueillent pas les MNA, en Europe, tous les États ont des dispositifs qui accueillent les mineurs isolés étrangers, parce que d'abord, c'est la loi. Hein. On est obligé c'est les lois internationales, la Convention internationale des droits de l'enfant, tous les États l'ont signé, donc ils se sont engagés à faire un accueil pour les enfants d'une manière générale. Mais en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est par exemple si vous allez à l'aide sociale à l'enfance et vous leur dites pourquoi vous accueillez pas les mineurs isolés étrangers, ils vont vous dire mais non, c'est pas des mineurs. C'est pas des mineurs. Donc pour eux, il n'y a pas de mineurs à la rue. En fait, ce qui est vraiment problématique, c'est cette présomption de majorité. Et les associations luttent beaucoup pour une présomption de minorité. C'est-à-dire en cas de doute, on ne les déclare pas majeurs, mais on les met en sécurité et on réexamine le dossier tranquillement. Mais on ne dit pas c'est des adultes et on les met à la rue. C'est ça le problème. Vas-y. Est-ce que pour obtenir une demande d'asile, il faut autant de conditions? Les conditions de la demande d'asile, c'est un peu différent. C'est effectivement très spécifique. Ça a été défini dans la Convention de Genève. Il y a des raisons particulières. Donc, si on fait objet de persécution en raison de sa religion, de son appartenance ethnique, de ses convictions politiques, de sa nationalité ou parce qu'on appartient à un certain groupe social, c'est relativement étroit quand on y réfléchit bien. C'est pour ça qu'il existe cette protection subsidiaire pour des gens qui sont persécutés, mais qui ne tombent pas dans ces catégories. Et donc, ces personnes-là ne seront pas déclarées réfugiées, mais auront une protection subsidiaire, c'est-à-dire on ne peut pas les renvoyer dans leur pays. Par exemple, à Haïti, on considère que c'est une violence généralisée. On ne peut pas renvoyer les gens en Haïti. Et pourtant, on ne les déclare pas forcément réfugiés. On va prendre quelques dernières questions pour laisser la place à Léa ensuite de parler. Qui a le micro? Vas-y. Est-ce qu'une personne, un enfant, elle peut être rejetée par un centre parce qu'elle a un mauvais comportement? Un enfant qui est pris en charge à l'aide sociale à l'enfance, non, il doit être protégé. Il doit être protégé même s'il a un mauvais comportement. Après, il peut y avoir des sanctions contre lui, ou on va le changer de foyer s'il a été violent avec d'autres personnes ou avec d'autres enfants. Mais non, on n'a pas le droit de le rejeter pour des questions de comportement. Est-ce qu'il y a des dernières questions dans le chat?
N'hésitez pas à les écrire maintenant. En attendant, on va prendre une question de la salle. Vas-y. Comment ils font pour avoir de l'argent, les enfants qui vivent à la rue? Alors ça dépend. Souvent, c'est les associations. Il y a des associations qui leur viennent en aide et qui leur fournissent des vêtements de change, qui leur fournissent des repas, voilà. Mais effectivement, il y a eu une enquête qui a été faite auprès de jeunes mineurs isolés étrangers. C'est des enfants qui souffrent de la faim. C'est-à-dire qu'ils ne font pas forcément un repas par jour. Hein. Et c'est des adolescents, ils ont besoin de manger. Hein, voilà. Tout le monde a besoin de manger, mais quand on est adolescent, on en a encore plus besoin. Donc c'est des enfants qui souffrent de la faim. On a une question dans le chat qui demande si un jeune qui n'a pas été reconnu mineur alors qu'il l'était reçoit des papiers le prouvant une fois qu'il est devenu majeur, est-ce qu'il peut porter un recours sur sa minorité ? Alors, en fait, toute la procédure de reconnaissance de minorité, c'est la récupération des documents d'identité d'un jeune. Donc tout ça, ça peut prendre du temps parce qu'il faut voir avec l'ambassade du pays en France, refaire venir. Et une fois qu'il a récupéré ces documents, effectivement, il peut être reconnu mineur. C'est effectivement ce qui se passe pendant tout le recours, en fait. Hein. On va lui faire soit passer des tests osseux, qui doivent donner une sorte d'estimation de l'âge qui est avec une marge d'erreur de 18 à 24 mois, donc ça sert à rien. Et puis, voilà, reconstituer l'identité de la personne. Donc, et après, effectivement, le jeune est effectivement reconnu mineur. Et c'est ce qui se passe pour plus de 50% des jeunes qui sont rejetés et qui font des recours devant un jeune, plus de 50% sont finalement reconnus mineurs. Ça veut dire qu'une personne sur deux qui est mise à la rue, en fait, on s'était trompé, ils étaient bien mineurs et on les a remis à la rue et pendant 18 mois, ils ont galéré, ils ont risqué de leur vie dans la rue, ils ont eu faim, ils ont eu froid, ils n'ont pas été à l'école. Et donc ce qui compte, c'est la première date où ils déposent une reconnaissance de minorité. Ce qui compte, c'est le jour où ils vont faire le recours, acter le recours devant le juge. Voilà. Une dernière question ? Ouais, t'as déjà beaucoup parlé, vas-y. Mais du coup, ils font quoi entre le moment où ils entrent dans le pays et le moment où on les examine leur dossier? Souvent, ils cherchent de l'aide. Quand ils arrivent, ils vont essayer d'aller plutôt dans des villes parce qu'ils savent qu'il y a des associations qui vont les aider, leur venir en aide. Et puis, ils auront entendu parler au cours de leur parcours de gens qui ont plus d'informations. Donc, ils vont arriver et ils vont chercher de l'aide auprès d'associations. Et puis les associations font aussi des maraudes. Ces maraudes, ils vont circuler dans des endroits où ils savent que, dans les gares par exemple, où ils savent qu'il y a des jeunes migrants qui arrivent, et ils vont aller les voir, et là, ils vont les informer de leurs droits, leur expliquer comment ça se passe en France, ce qu'ils doivent faire, et tout ça, où est-ce qu'ils peuvent aller chercher un peu de nourriture, des vêtements, des kits sanitaires, voilà, brosse à dents, dentifrice, pouvoir se laver un peu, voilà. Une toute dernière question du chat, car intéressante. Un élève demande, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent être des tuteurs pour les MNA, qui pourraient donner une autorisation pour des opérations, par exemple, dans le cas cité? Alors, en fait, il y a des adultes qui peuvent devenir administrateurs ad hoc. C'est souvent des bénévoles.
et qui accompagne les jeunes pour faire toutes les démarches juridiques, voilà, qui vont les accompagner pour faire les démarches juridiques. Et puis après, en fait, les associations sont plus ou moins spécialisées. Il y en a qui font de l'aide médicale, il y en a qui font de l'aide alimentaire et tout ça, qui accompagnent, qui peuvent aussi être comme des ce sont des bénévoles qui sont des tuteurs. Bon, après, ce qu'il faut savoir, c'est que les questions juridiques sont très très pointues et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, parce que c'est de la vie d'un jeune dont il s'agit. Et donc il faut, si on veut accompagner une personne juridiquement, il faut quand même bien connaître le droit des mineurs isolés. Merci. Je vous propose d'accueillir maintenant Léa Le Garnévé, qui est chargée de projet pour Amnesty International France et qui va nous présenter les ressources que Amnesty met à votre disposition, bon, surtout celles des profs, mais vous êtes concernés vous également. Oui, alors déjà moi je voudrais remercier Ursula et Isabelle parce que je voudrais rappeler qu'elles sont bénévoles, donc elles ne travaillent pas à Amnesty, elles donnent vraiment de leur temps bénévolement pour venir vous présenter tout ça. Donc voilà, je voudrais encore les remercier de leur temps pour Amnesty International. Parce que c'est important du coup qu'on sensibilise en fait à cette question pour qu'après vous puissiez vous défendre du coup les droits des enfants et les droits de ces mineurs isolés. Donc c'est aussi ce qu'on fait avec de l'éducation aux droits humains. L'éducation aux droits humains, c'est tout simplement sur des thématiques du droit international. Donc on se base beaucoup sur, pas beaucoup, c'est vraiment le texte principal, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1948. Et concernant la discrimination, ce qui est important, c'est l'article 2, qui affirme que tout être humain est digne et doit être traité selon, en fait, comme c'est un humain. Voilà. C'est tout simplement qu'on va utiliser des méthodes tout simplement dites participatives. L'idée, c'est de vous faire participer via des supports, via des jeux. C'est de vous mettre en mouvement et du coup c'est tout simplement pour attiser votre curiosité sur la défense des droits humains, puisque vous êtes un peu le futur pour défendre nos droits humains. Et je fais le lien avec ce qu'Isabelle a expliqué sur la situation des mineurs isolés étrangers, c'est que ça va de pire en pire et on espère qu'en sensibilisant via les futures générations, ça ira de mieux en mieux. Alors du coup, pour ce faire, on a différentes thématiques. Là, Ursula et Isabelle ont parlé sur la thématique notamment des droits de l'enfant. Ursula a aussi une thématique qui est la thématique des personnes réfugiées et migrantes, mais l'éducation aux droits humains, c'est aussi la lutte contre les discriminations, la lutte contre toute discrimination faite contre les femmes. Voilà, vous avez toutes les thématiques qui sont sur le tableau. Via des supports voilà, très variés. Ça va du quiz, ça va de la présentation, ça va tout simplement de la simulation. Ça peut faire une simulation de procès. Ça peut être, par exemple, sur cette thématique spécifique sur les droits des mineurs étrangers, on peut simuler une demande, tout simplement. Comment on fait, comment ça se passe, pour vous aider à comprendre. Qu'est-ce qu'on propose ? On propose, alors je vais surtout m'adresser aux professeurs et au personnel de l'éducation nationale, ça ne va pas prendre longtemps. Après, ça peut aussi intéresser les élèves, puisqu'on considère aussi en éducation aux droits humains que vous êtes autant les porteurs de l'information que vos professeurs, puisqu'on peut très bien imaginer que vous le faites vis-à-vis de vos camarades et que vous avez aussi un message à porter. Donc on a des livrets pédagogiques thématiques. On en a un sur lutte contre les discriminations, un sur lutte contre la peine de mort, un sur la Déclaration universelle des droits de l'homme et un sur les discours toxiques. Les discours toxiques, c'est tous les discours néfastes, les idées préconçues, les préjugés qu'on colporte sur un groupe spécifique d'êtres humains qui vont alimenter en fait toutes les discriminations qui vont être à l'encontre de ce groupe humain. Ce qui va permettre de se dire que, tout simplement, puisqu'on a une mauvaise image de ce groupe, et on se donne le droit de faire de la discrimination. On a un espace éducation et on propose des formations et des webinaires pour l'ensemble du personnel éducatif. Et on a notamment fait une masterclass avec Arte Éducation il n'y a pas si longtemps que ça.
On met aussi à disposition un protocole d'intervention, simplement pour vous aider à la mise en place de ces activités. Et enfin, vous pouvez retrouver toutes ces ressources sur l'espace éducation. Certaines mauvaises langues vont dire que le site d'Amnesty n'est pas très bien fait. Du coup, l'éducation aux droits humains, vous le trouvez dans Agir. Donc voilà, et après vous avez l'espace éducation aux droits humains, vous avez toutes les pages thématiques. Vous avez aussi la page Je suis enseignant. Et dans les pages thématiques, vous avez une page qui est très importante, notamment pour aujourd'hui. C'est la page thématique Droits des enfants. Vous avez un super livret pédagogique qui a été réalisé par une de mes collègues qui traite spécifiquement sur la thématique des mineurs non accompagnés. Donc, alors je lance un pavé dans la mare, mais ça peut être une très bonne continuité à cette présentation pour pouvoir approfondir vos notions sur les mineurs non accompagnés et pouvoir être les porte-parole de demain. Merci beaucoup Léa pour cette belle présentation des ressources. On arrive donc à la fin de cette masterclass. Vous l'aurez compris, vous avez plein de ressources sur le site d'Amnesty pour poursuivre ce sujet. Sur Educarte également, vous retrouvez donc 2 fiches pédagogiques qu'on a élaborées en partenariat avec Amnesty. Et il y en aura sûrement d'autres à l'avenir. Je vous recommande également le court-métrage Aïssa qui traite spécifiquement de ce sujet. Voilà, donc un grand merci à toutes les classes qui nous ont suivis et surtout un immense merci à Isabelle et Ursula qui sont venues ici pour vous parler. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci à vous tous.